Un club de lecture autour de l'école aujourd'hui avec 2 manuels d'apprentissage, le roman de Clément Bénèche, un vrai dépaysement qui paraît aujourd'hui chez Flammarion et l'essai de Mara Goyer, Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège, publié chez Robert Laffont. Au sommaire également Sébastien Thème. Eh bien, on retrouvera également le chemin de l'école avec Elisabeth Elkrief. Elle publie un document à l'usage des parents, c'est chez Fayard. Et puis un peu de nostalgie, on se fait plaisir grâce aux 25 ans de la publication du premier tome d'Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers. Mara Goyer, vous êtes professeur d'histoire géo depuis 25 ans au collège, ce mal-aimé de l'institution, comme vous le précisez ou le décrivez. Ce titre de votre livre est quand même passablement intriguant. Finir prof, un choix par défaut plutôt qu'une vocation pour beaucoup aujourd'hui ? Alors non, enfin, l'expression finir prof, on la retrouve partout et c'est plutôt une crainte chez les gens. On voit les gens faire arrête, je vais pas finir prof. Oui. Et pourquoi tu fais ça, tu vas finir prof? Oui, c'est vraiment la voie de garage, c'est l'échec. Et pour moi, finir prof, j'ai commencé par finir prof à 24 ans et je finis par finir prof en étant très contente de finir prof. Et quand est-ce que vous êtes devenu prof ? En 2 étapes. D'abord, il y a ce jour solennel où je suis devenue fonctionnaire. Très émouvant. Et puis, je suis devenue prof petit à petit. Puis, j'ai appris à cesser d'être prof pour redevenir prof. Enfin, voilà, c'est pas un chemin longiligne. Il y a des détours, il y a des impasses, il y a des foutus quarts d'heure. Mais je ne regrette pas et je suis très contente de finir prof. Clément Bénèche, dans ce 4e roman, vous avez choisi pour cadre un collège du Puy-de-Dôme, où est affecté malgré lui un jeune professeur de français, bordelais. Il avait pourtant demandé la Guyane pour être loin, très très loin des siens et des dogmes de l'éducation nationale, pour explorer des pédagogies nouvelles. Il y croit réellement, sauf que ses rêves et ses idéaux vont en prendre un sacré coup. C'est un roman qu'on peut appeler d'apprentissage, un roman d'apprentissage qui porte haut les couleurs de ce genre littéraire. Quelle définition vous en faites de ce genre ? Oui, c'est une bonne expression, roman d'apprentissage. Le livre pourrait aussi être appelé une comédie, puisqu'il est quand même basé sur une suite de situations comiques et puis avec beaucoup de dialogues. C'est un roman d'apprentissage, en effet, dans la mesure où c'est un personnage très idéaliste. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les idéalistes. Je suis un idéaliste repenti, j'ai rendu ma carte, mais je garde quand même toute cette tendresse pour ces gens qui trouvent que la vie n'est pas assez grande pour leurs idées. Et ce personnage, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a de très grandes idées sur l'éducation. Il a son imaginaire, et cet imaginaire, il va être en effet confronté à la réalité. Pour autant, c'est un genre auquel je n'ai pas forcément pensé en écrivant le livre. J'ai plus pensé à celui de la comédie. Et pourquoi vous avez rendu votre carte du club des idéalistes ? Parce qu'avec le temps, quand même, la vie se charge de nous rappeler à certaines nécessités. Mais vous avez quel âge ? 31 ans. C'est trop tôt pour rendre sa carte, non ? Mara Goyer. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai 31 ans. Mais vous avez rendu votre Moi, carte ? j'ai jamais été idéaliste. Enfin, pas comme son personnage, en tout cas. C'était peut-être une autre forme plus raide d'idéalisme. C'est-à-dire ? Moi, son personnage est très généreux. Il est très progressiste, alors que moi, j'ai commencé en étant plus réac et je me suis détendue après. En fait, je crois qu'on s'est croisés avec son personnage. Et alors, votre personnage romain, j'allais dire romain, est-ce qu'il a raison de s'en prendre à Rousseau ? Il s'en prend à Rousseau, mais il a quand même beaucoup de tendresse pour Rousseau. C'est peut-être celui qu'il pardonne le plus dans les grands penseurs de l'éducation. Moi, je ne sais pas si je pourrais dire qu'il a raison ou tort. Le propre du roman, c'est aussi d'exposer des idées plus que de prendre parti. Sinon, j'aurais sans doute écrit un essai ou un pamphlet. Le plaisir du roman, il est descriptif, il n'est pas prescriptif. C'est de montrer, mettre en scène des conflits entre des imaginaires, des personnages qui sont dans leur charnière. Et donc c'est difficile pour moi
Rousseau, Rousseau qui est d'ailleurs cité en exergue du livre de Maragoyer, c'est un personnage tellement multiple que c'est dur d'en faire le procès comme ça d'un seul coup. Enfin quand même, c'est dans la description, quand on dégomme tous ces personnages à coups de fléchette, ça veut dire quelque chose et ça ne fait pas de votre roman un essai pour autant, mais reste qu'on comprend bien le message. Alors là, il va le rater, hein, en l'espèce, ce chanceux Rousseau, il va rater sur le panneau en liège sur lequel il balance ses fléchettes. Sébastien. Romain, il dit vouloir trouver la pédagogie ultime. Romain, le personnage de Clément Bénèche, l'essence même de l'enseignement, hein, d'où lui vient ce désir, dans quel livre il a peut-être trouvé cette quête d'absolu, si c'est pas chez Rousseau, lui qui n'a pas encore été confronté aux réalités de terrain. On va en reparler, mais au fond, on pourrait poser à notre invité, romancier, la même question que celle posée aux auditeurs sur Instagram par Alexandre Alaibegovic et vous-même. Quels sont les livres qui ont changé votre regard sur l'enseignement ? Tout à fait, les auditeurs et les auditrices l'ont trouvé en tout cas chez Daniel Pénac et son Chagrin d'école, publié en 2007, où Daniel Pénac entremêlait souvenirs autobiographiques et réflexions sur la pédagogie et les dysfonctionnements de l'institution scolaire. On écoute Audrey à ce sujet, qui est elle-même enseignante. Il y a un passage dans Chagrin d'école qui m'a beaucoup touchée, c'est quand Daniel Pénac console son élève qui pleure de désespoir face aux propositions subordonnées. C'est souvent dans cette situation que je retrouve mes élèves, face à la grammaire, ils n'y comprennent rien et sont déjà extrêmement stressés à cause de l'évaluation à venir. Donc j'essaye de dédramatiser la leçon en leur montrant que c'est quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours, mais avec un nouveau système de noms, et j'essaye aussi d'enlever le côté anxiogène de la dictée avec ses points négatifs. Dans Comme un roman, ce que j'aime, c'est la vision du roman dans la formation intellectuelle et morale des élèves, qui n'a absolument plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. On voit les parents de Daniel Pénac lutter et essayer de le détourner de la lecture, alors que nous, aujourd'hui, nous luttons, mais pour faire lire les élèves et essayer aussi de leur donner le plaisir de la lecture. Avec beaucoup de maladresse, j'en conviens. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas systématiquement tirer à boulet rouge sur le système scolaire français. Il tente d'essayer d'intégrer un maximum d'élèves dans toute leur diversité, malgré le manque de moyens, malgré les effectifs pléthoriques. Et Chagrin d'école et Comme un roman ont le mérite justement de nous montrer comment ne pas se faire absorber par cette machine implacable. Il nous pousse à plus d'humilité face aux élèves, à les prendre tels qu'ils sont, à prendre le temps de les connaître, et puis de leur montrer qu'on est là pour les faire progresser, pas seulement pour les évaluer, et pour leur donner une image plutôt négative d'eux-mêmes. Maragoyer, c'est l'humilité le maître mot quand on enseigne ? Bon, on est un peu forcé d'être humble, hein. Les élèves ne sont pas là à se prosterner devant vous. Je ne sais pas si c'est les deux, quoi. Parfois, il faut être complètement mégalomane. Parfois, il faut être humble. C'est la variété des profils psychologiques qui fait l'intérêt de ce métier. Et vous êtes humble ou mégalomane devant quel livre sur l'enseignement, alors, Maragoyer ? Alors, sur l'enseignement, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. Alors, je suis désolée, c'est pas très élégant, mais c'est un livre de propagande soviétique des années 50 qui appartenait à ma maman. Et c'est l'histoire de Maroussia, une petite fille qui est dans son école. Et je me souviens de ces images. Il y a des photos en noir et blanc. Maroussia, avec ses deux petites nattes et son tablier, elle rangeait la classe et elle arrosait les plantes. Et je me suis dit, dès petite, je me suis dit, c'est ça que je veux. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi cette image était si importante. Mais c'était parce que la classe lui appartenait. Je ne suis pas devenue stalinienne pour autant, hein, mais, et je n'ai pas des méthodes staliniennes en éducation, enfin, j'espère pas. Et elle je sais pas, la classe était à elle, et puis ils avaient des tâches, et puis ça sortait du savoir uniquement. Enfin, ils faisaient d'autres trucs, donc je reste fascinée par cette image. Et puis le livre Repoussoir, je ne sais pas si je peux en faire un deuxième. Allez-y. Ah, j'en ai 18, mais j'ai fait un tri. C'est l'Institut Benjamin Tad de Robert Walser, où vraiment c'est l'éducation rance, perverse. Enfin, ça, c'est le repoussoir absolu. Clément Bénèche. Moi, je pense à certains livres qui ont été cités notamment par la libraire, comme un roman, bien sûr, de Pénac, où il raconte qu'en fait, il n'a rien trouvé de mieux pour donner le goût à la lecture qu'en fait de lire tout simplement devant ses élèves. Je me souviens 20 minutes ou une demi-heure du début du Parfum de Susskind, et il dit que la semaine suivante, tout le monde l'avait lu. Je pense aussi à un livre aussi moins original que ceux de Maragoyer, mais Au premier homme de Camus, où l'alter ego de Camus est un peu tiré d'une famille qui voulait en faire un tonnelier comme tous ses ancêtres,
Et en fait, ce professeur, qui dans la vraie vie s'appelait, je crois, Monsieur Germain, a un peu poussé en fait Albert Camus à travailler. Il a vu en lui quelqu'un peut-être celui qu'il allait devenir. Il a Et des donc- hautes idées, votre héros. Non, mais justement, et de qui lui s'est-il inspiré? Il est prof de français aussi pour redonner le goût à la lecture de ce professeur de Camus et dans le livre de Camus, ou plutôt d'un Pénac. C'est quelqu'un c'est un personnage qui a quand même un fond narcissique. Donc, comme vous l'avez dit, il a passé un certain temps à dégommer les pédagogues qui l'ont précédé parce qu'il veut, lui, réinventer entièrement la pédagogie. Donc, son inspiration, elle peut venir dans une certaine mesure d'idées qu'il a reçues, qu'il a réarrangées à sa sauce. Il y a par exemple un moment dans le livre où il s'arrête sur l'idée de maître ignorant, qui est une idée qu'on doit, je crois, à Jacques Rancière. Et alors lui, il va essayer de la mettre en application, mais de fait, quand il va emmener sa classe pour faire un tour dans la montagne, il va se rendre compte que ce n'est pas si agréable d'être vraiment ignorant, parce qu'il est entouré de jeunes enfants qui, eux, connaissent très bien la nature. Et lui, en fait, qui est un citadin et qui arrive comme ça avec ses beaux souliers, il va être un petit peu perturbé par ce qui lui arrive. Voilà, il veut un autre rapport au savoir, à la manière de Jacques Rancière. Il veut aussi défendre les vertus pédagogiques de l'erreur. Il arrive plein de bonnes intentions et surtout, il plaide pour une pensée non alignée. Donc, il n'a pas lu votre roman soviétique, visiblement Maragoyer. Et parce que comment la traduire en pratique, hein, ça veut dire d'essayer de laisser à la classe un espace de liberté qui n'existe pas habituellement, hein. Oui, et d'ailleurs, c'est ça que j'ai aimé dans l'essai de Maragoyer, c'est que c'est un livre pragmatique qui est comme en fait le précipité produit par l'immersion d'un professeur dans une classe. C'est-à-dire que de l'extérieur, il y a beaucoup de débats sur l'école parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est du virtuel qui engendre du réel. Ce sont des idées qui nous trottent en tête et qui finissent par créer des enseignements réels, des méthodes réelles. Et j'ai aimé que dans le livre de Maragoyer, on voit un enseignement au jour le jour avec cette phrase, cette idée que enseigner vraiment, c'est aussi durer. Et qui nous montre que en fait l'enseignement c'est un art, c'est pas un artisanat, parce qu'on doit réinventer en fait chaque jour et face à chaque classe notre manière de faire. C'est aussi un autre regard porté sur la classe, hein. Et là on en revient à Rousseau. Imaginez, arrêtez de voir en permanence l'école dans la classe, hein. Imaginez cet espace et ceux qui l'habitent autrement. Posez un regard nouveau sur cette petite institution qu'est une classe, hein. Oui, ce petit lieu Ouais. clos, objet de tous les silences ou fantasmes ou délires. Et c'est pour ça que je cite Rousseau au début de mon livre, c'est-à-dire que voilà, on parle de l'école, mais on oublie la classe. On parle de tout, sauf du réacteur, du cœur du réacteur du système éducatif, qui est la classe, qui est cet espace incroyable dans lequel tout est imprévisible, tout se fait et tout est essentiel. Et c'est vrai que on ne prend pas le temps d'observer ni de s'observer, parce que souvent on parle de la classe en oubliant qu'il y a le professeur dedans, et quand même il contribue un peu à l'ambiance de la classe. Donc c'est pas un milieu stérile ni neutre, c'est une sorte d'endroit dans lequel nous avançons tous ensemble, et c'est passionnant, il faut repartir de la classe si on veut changer le système éducatif en tout cas. La classe espace vivant entre les murs, comme le livre de François Bégodeau, publié en 2006 et adapté au cinéma par Laurent Cantet en 2008, Palme d'Or au Festival de Cannes, donné à l'unanimité par un jury présidé par Sean Penn. Deux jeunes auditrices-lectrices, Manon et Djeneba, nous en parlent. Dans son roman Entre les murs, François Bégodeau rapporte le quotidien d'un prof de français qui enseigne dans un collège difficile en région parisienne. Si ce roman a influé sur ma vision de l'enseignement, c'est parce qu'il met en avant les problèmes actuels de l'enseignement. On entend régulièrement parler de l'enseignement comme d'une vocation, comme du plus beau métier du monde. Or, la majorité des enseignants en ce moment sont confrontés à une énorme perte de sens dans leur métier. Cette perte de sens est due à la confrontation avec des élèves découragés, des élèves qui se montrent parfois violents, aussi bien verbalement que physiquement. Entre les murs permet de mieux comprendre cette perte de sens, de l'expliquer et en même temps de lui apporter une grande légitimité.
et montre qu'un prof, c'est pas forcément quelqu'un de passionné ni de passionnant, simplement quelqu'un qui fait de son mieux pour faire réussir tous les élèves. Ce qui m'a plu dans le roman de François Bégodeau, c'est que je me suis immédiatement reconnue dans ce qu'il décrivait. L'univers des profs, sa manière de décrire les élèves, mais complètement familier. Encore aujourd'hui, en 2023, les problématiques sont toujours les mêmes et on voit bien que le système éducatif français n'a toujours pas changé. Et dans une moindre mesure, cela me fait penser à ce que disait Bourdieu au sujet de la reproduction sociale, puisqu'on voit bien que c'est dès l'école que les inégalités sociales commencent. Et la manière dont François Bégodeau décrit ses élèves, la manière dont il parle dans ce roman, sont bien un exemple très frappant de ce qui se joue encore à l'école. Le roman a été écrit en 2006, mais il est toujours d'actualité. Donc pour moi, le système éducatif français n'a pas tellement changé et il est encore toujours le même. Clément Bénèche, votre livre, une comédie, est-ce que c'est une comédie qui pourrait être adaptée au cinéma, récompensée aussi d'une Palme d'Or, d'un Golden Globe, d'un Oscar, qui sait? Je vais en parler à mon agent. Mais j'aime bien le programme. Oui, ce serait peut-être plus ludique que Entre les murs. Mais, et comment on l'appellerait? Tout simplement un vrai dépaysement, peut-être, si on l'adaptait. Maragoyer, on évoquait, en entendant ces lecteurs, auditeurs, cette question de la perte de sens. Et c'est vrai que ce sont des mots qui reviennent quand même très souvent. Vous vous dites qu'au bout de 25 ans d'enseignement, vous n'êtes plus ni la cogneuse des débuts, ni la lessivée des années suivantes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ni même l'assagie d'ailleurs des premiers temps. Mais est-ce que ce vertige ou cette angoisse de la perte de sens, vous le ressentez encore parfois aujourd'hui? Et surtout, comment on y répond? J'ai été dans tous les états possibles au cours de ma carrière, mais la perte de sens ne m'a jamais guettée. Au contraire, mais il faut faire... Le sens, il faut aller le chercher aussi. C'est pas un univers, la classe, c'est pas un univers lyrique et dans lequel tout d'un coup le sens, comme le Graal, advient. Il faut aller le chercher et c'est très intéressant sur ce qui a été dit sur Entre les murs, parce que la difficulté, le fait que ça soit un métier extrêmement difficile, c'est ça le sens de l'enseignement pour moi. Voilà, si c'était complètement simple. En tout cas, c'est mon point de vue, serait peut-être moins de sens. Et quand je dis simple, c'est jamais simple l'enseignement. Qu'on soit dans le collège difficile d'Entre les murs ou qu'on soit dans le mien aujourd'hui, ce n'est pas simple. C'est pas la même difficulté, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pareil, mais c'est difficile d'enseigner. Et au lieu de considérer que les difficultés de l'enseignement sont un à côté et que ça ne devrait pas être comme ça, je pense qu'il faut encore une fois repartir des élèves qu'on a en face de nous. C'est nos élèves, ils ne sont pas autrement, c'est à eux qu'on fait cours, et donc ça a du sens. Voilà. Et pour votre personnage, où qu'on soit, et quand on est dans une école du Puy-de-Dôme, justement, lui, le sens, il pense, Romain, votre héros, pouvoir ne le trouver qu'en allant très loin, en allant en Guyane, pour pouvoir appliquer ces méthodes pédagogiques. Et il va finalement devoir aller le chercher pas très loin de chez lui, presque en bas de sa porte. Est-ce qu'il va le trouver? Comment il va le trouver? Alors, est-ce qu'il va le trouver? Je ne peux pas trop divulgacher le roman. Ce qui est sûr, c'est que la question du sens est centrale parce que le sens, très littéralement, c'est aussi une direction, c'est une ligne de mire. Et quelle est celle de ce personnage? C'est une attente énorme envers l'éducation. On pourrait même parler, on pourrait utiliser un gros mot, d'hubris un petit peu de l'enseignement, parce qu'il s'agit quasiment de transformer ses élèves. Et donc, il y a une attente... démesuré. Par ailleurs, il a en face quelqu'un qui a complètement une autre attente, qui est en fait la principale du collège, Mademoiselle Combe, et qui est quelqu'un qui a un imaginaire qui est opposé au sien, puisque elle, son imaginaire est plus celui de la Troisième République, des hussards, et lui, son imaginaire à lui est plus tourné vers l'avenir. En tout cas, moi qui ne suis pas prof, quand j'ai préparé ce livre, j'ai discuté avec beaucoup de professeurs, et c'est
une question qui revenait souvent, celle de la finalité. Du sens, oui. Du sens. Mais aussi cette autre question soulevée par cette auditrice sur Instagram, Manon, qu'est-ce qu'un bon prof? À quoi ça tient d'être un bon prof? Elle dit, un prof, c'est pas forcément quelqu'un de passionné ou de passionnant, mais quelqu'un qui fait de son mieux pour réussir et faire réussir tous les élèves. C'est ce qu'elle a compris à la lecture du livre de François Bégaudeau, Entre les murs. Qu'est-ce qu'un bon prof? Si on en revient à ce professeur dans le premier Homme de Camus, je pense qu'il nous en donne un bon exemple. C'est quelqu'un qui va peut-être accompagner l'élève jusqu'à un point d'indépendance, jusqu'au panneau au-delà duquel l'élève, qui est déjà un individu, va pouvoir vivre sa vie et avoir une indépendance à la fois linguistique, morale, qui va lui permettre ensuite d'aller où il veut dans la vie. Mara Goyer. Alors bon, je suis un peu juge et partie dans la question du bon prof. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs types de bons profs. C'est bien qu'on soit différent, comme dans une boîte de Quality Street, quoi. Il y a l'austère, le rigolo, comme dans le film Prof, parce que là, on a parlé des livres sur l'enseignement, mais le maître, c'est le film Prof de Patrick Schulman. C'est ce qu'il y a de plus beau sur l'éducation. Qu'est-ce qu'un bon prof ? À mes yeux, en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive à associer des dimensions de l'existence très différentes, qui sont à la fois très triviales, la vie quotidienne, les références des élèves, le vocabulaire, voilà, et le sublime de la culture, et qui sait tisser des liens entre ces deux niveaux avec les élèves. Et voilà, c'est à la fois être Jean-Pierre Vernant et MacGyver, quoi. Mais ça, voilà, il faut savoir être ultra érudit et assez déconnant, quoi. Mais il faut trouver aussi sa place dans le système. Et après, je redonne la parole à Sébastien Thème, et c'est aussi ce qu'évoquait Djenaba dans son témoignage. Est-ce que c'est au système, au fond, de changer, ou est-ce qu'il faut éternellement attendre que le système ou l'institution change, ou est-ce que c'est aux femmes et aux hommes qui y sont de composer avec pour essayer d'en sortir le meilleur? Moi, je pense que c'est les deux, là. Mais en tout cas, vous savez, il y a cette horrible expression, il faut trouver son clown. Donc, c'est un peu pareil, il faut trouver son prof. Mais il faudrait qu'on ait la liberté de trouver son prof. Parce que le système éducatif, c'est un lieu dans lequel on a peur de la hiérarchie, on a peur de notre ombre. C'est mieux de ne rien faire que de faire quelque chose. Et à chaque fois que vous êtes personnel, vous prenez un risque de sortir des sentiers battus, de sortir des clous et tout ça. Donc, même maintenant, ouvrir une fenêtre, on a des clés pour ouvrir les fenêtres, parce que sinon, ça fait prendre un risque aux élèves. Donc, vous imaginez si un acte anodin comme ça, bien sûr, vous êtes responsable, devient une responsabilité écrasante. Après, pour trouver son prof et se sentir libre, c'est difficile. Sébastien Thème, vous nous présentez un ouvrage qui est moins à l'adresse des profs, cette fois-ci, qu'à l'usage des parents. On est sur des manuels d'apprentissage, après tout, aujourd'hui. Tout le monde peut apprendre, on peut tous apprendre. C'est le document d'Elisabeth Elkrief, Retrouver le chemin de l'école, publié chez Fayard. Elle part d'un constat très simple. En France, près de 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Une enfance condamnée à l'échec scolaire est intolérable, tout comme les inégalités qui empêchent les jeunes de trouver leur voie. Mais selon Elisabeth Elkrief, ce n'est pas une fatalité, on le sait, des enseignants dévoués et des familles attentionnées s'impliquent au quotidien contre le fléau du décrochage. Ce que l'on sait moins, c'est le rôle crucial joué par les associations qui agissent à leur côté. Elisabeth Elkrief peut en témoigner, elle l'a observé sur le terrain et elle nous en parle. Alors aujourd'hui, il est vrai que l'école est l'objet de nombreuses critiques, notamment par remplir son rôle d'ascenseur social. C'est vrai, l'école, pour moi, est adaptée à 80% des élèves, alors que 20% d'entre eux, souvent d'origine modeste, ne parviennent pas à s'y adapter. Mais de mon point de vue, ce qu'on rate dans cette analyse, c'est que pour 20%, l'école est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce n'est pas que l'école est en échec, mais c'est que l'école n'est pas suffisante. Donc, en effet, ces élèves, de par les lacunes qu'ils ont déjà dans la petite enfance par rapport à ceux des CSP+, ils ont besoin de ressources éducatives supplémentaires qui doivent être apportées
en plus de l'école, non seulement par les parents qui n'ont ni le temps ni le niveau, mais aussi par des tiers éducatifs. Et ça s'appelle l'équité, que de nombreux pays ont compris en dehors de la France. Et figurez-vous qu'en France, ces tiers éducatifs, eh bien, ils existent. Ce sont les grandes associations éducatives. Et dans mon ouvrage, c'était vraiment l'objet, c'était de mettre en avant ces grandes associations éducatives parce qu'ils apportent des solutions extraordinaires, parfois dans l'école, parfois en dehors de l'école, des solutions qui marchent, qui sont basées sur de la recherche éducative, de la recherche issue de la preuve, de la recherche terrain, mais qui sont malheureusement inconnues du grand public, souvent pas assez connues par les profs, et pourtant, si on les utilisait de façon plus massive, eh bien on résoudrait fortement le problème. Donc oui, je suis optimiste parce que je compte mettre en avant ces acteurs éducatifs et faire en sorte qu'ils soient généralisés. Mara Goyer, est-ce que l'équité, est-ce que l'égalité est en échec scolaire en France? Oui, vraiment. Je ne vais pas parler de statistiques ni rien, mais par exemple, je vais prendre 2 exemples tout bêtes. Quand on discute avec les élèves des lectures, justement, qu'ils ont pu avoir petits, je ne sais pas, de Pierre Lapin à Babar, Gruffalo, tout ça, mais parfois, il y a la moitié des classes... la moitié de la classe qui n'a pas lu de livres petits. Donc l'échec, il est même avant l'école, c'est-à-dire même le contact avec des histoires. J'ai des élèves qui ne connaissent pas Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige. Alors c'est pas dramatique de ne pas le connaître en absolu, mais il y a tant de références qu'entourent ces contes que c'est, dans le fond, essentiel de les connaître. Donc oui, l'égalité, là, elle est mise en échec. Et d'autres choses très symboliques, et là on revient à du Bourdieu, en effet, c'est ceux qui ont les clés de l'école et ceux qui ne l'ont pas. Et ça se voit avec les manuels scolaires, qui les couvrent et qui ne les couvrent pas. Voilà, certains parents sont trépignent de joie à l'idée de couvrir les livres comme on le fait depuis la préhistoire dans leur famille, et d'autres, je sais pas, parfois n'en ont jamais entendu parler, ou je sais pas quoi, il n'y a pas le rituel. Et c'est pas non plus dramatique, mais c'est vraiment très significatif d'une école à 2 vitesses, oui. Nous, on a Henri Leblanc dans l'équipe, qui est programmateur de l'émission, et qui, à 40 ans, couvre encore ses livres. Ses propres livres. Ouais, les romans qu'il reçoit et qui comptent pour lui, pour les protéger aussi de tous ces va-et-vient. Ça dit quelque chose. Je ne sais pas s'il était bon élève à l'époque, mais ça dit quelque chose encore aujourd'hui. Et c'est intéressant ce que vous dites aussi à travers ces lectures et la formation de ces jeunes esprits qu'on peut retrouver. C'est aussi apprendre à connaître l'autre. En fait, ce que les livres permettent, c'est aussi ça. Et votre roman, d'ailleurs, Clément Bénèche, est aussi un roman sur l'altérité, qu'il pense pouvoir trouver votre héros très loin d'ici, mais finalement, c'est lui l'étranger qui débarque dans ce village de campagne. Et c'est lui qui va incarner cette altérité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le livre a l'Auvergne pour théâtre et un petit collège de campagne, mais peut-être que son sujet le plus véritable, c'est la question de l'autre, puisqu'en effet, il a sur la langue ce goût de l'autre, qui est bien compréhensible, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu où il a l'impression que tout le monde se ressemble. Il dit « j'ai l'impression d'être entouré d'une forêt de miroirs ». D'où son désir d'aller le plus loin possible de chez lui. Ça me fait penser à le dernier essai de Claire Marin. Il y a une phrase qui m'a marqué. Elle dit « il s'agit moins d'atteindre un lieu que de tracer la route ». Et lui, c'est vraiment son sentiment. Et donc, quand, à la faveur d'un bug du logiciel de l'éducation nationale, il est envoyé en Auvergne, il y a bien sûr au début une déception, puisqu'il a l'impression que l'Auvergnat, par rapport à lui qui est girondin, c'est du même. C'est du même, et donc il arrive un peu en traînant des pieds. Et tout le roman est justement sur le fait qu'en fait, l'autre est peut-être plus proche qu'il ne le croit, et il va un peu se prendre les pieds dans le tapis. Clément Bénèche est notre invité à l'occasion de la parution de ce roman, un vrai dépaysement. C'est chez Flammarion. Et Mara Goyer, finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège? C'est chez Robert Laffont. France Culture, il est 13h19. En
compagnie de Sébastien Thème. On va revenir là tout de suite maintenant sur l'entrée d'un petit sorcier dans une école des sorciers. Tout à fait, un moment un peu doudou pour toutes celles et ceux qui ont dévoré il y a maintenant 25 ans les aventures d'un petit sorcier british, Harry Potter. Ça fait beaucoup de nostalgique. La saga de J.K. Rowling a été vendue à plus de 500 millions d'exemplaires, une saga qui débute avec un premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, la découverte d'un monde, le goût de l'amitié et un système scolaire rêvé où l'on fait ses devoirs en un coup de baguette magique, où les livres vous parlent et où l'on apprend évidemment à sauver le monde, littéralement une saga qu'on lit toujours autant. C'est ce que nous raconte Mera. J'ai 16 ans et je suis une lectrice qui a un petit peu de mal à se trouver. J'aime lire, mais je ne suis pas tout le temps passionnée par les lectures que je fais. Et je suis sous ma couette, en train de bouder, parce que entre mes mains, j'ai un roman qui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Sur la couverture, il y a écrit jeunesse. Et ma mère l'a emprunté à mon petit cousin qui a 8 ans de moins que moi. Alors pourquoi ? Parce qu'à Noël, elle m'a offert un tome 4 d'une saga que je connais pas du tout. Et j'aime pas trop lire les séries sans vraiment connaître le début. Donc, afin de me faire plaisir, elle emprunte à mon cousin les 3 premiers tomes de cette série. Et moi, à 16 ans, adolescente que je suis vexée comme un pou en me disant « mais on me donne des livres pour enfants à lire ». Alors dans mon lit, je décide de lire ce fameux tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers, d'expliquer à ma mère demain que c'est pas de mon âge et que ce tome 4, si ça plaît à mon cousin, je peux très bien le lui offrir. J'ouvre donc ce livre et là, ça a été une révélation. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une nuit blanche pour finir un roman. J'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 dans une nuit. Ça m'a ouvert les portes d'un univers littéraire que je connaissais pas du tout. J'avais jamais lu de roman de fantasy, en tout cas jamais de roman de ce type. Et aujourd'hui, en tant que lectrice, ça a clairement marqué mes choix, mes orientations littéraires. Parce que derrière, j'ai enchaîné sur des auteurs vers lesquels je ne serais sans doute jamais allée si un jour ma route n'avait pas croisé ce fameux premier roman d'Harry Potter. Gallimard publie pour l'occasion un coffret collector avec les 7 tomes en format poche à mettre dans toutes les mains. Clément Bénèche, vous êtes plutôt Poufsouffle, Gryffondor, Serre d'Aigle ou Serpentard ? Je sais pas, il faudrait que je mette le choix-peau pour l'apprendre. Ce qui est sûr, c'est que Harry Potter, pour le coup, a marqué ma jeunesse. J'ai grandi à peu près en même temps que le héros. Et puis j'ai souvenir vraiment d'avoir reçu le tome 4 à Noël et de l'avoir reçu comme un objet magique. Je crois qu'on mesure mal, parce qu'on a eu le nez dessus, à quel point ce personnage va sans doute tutoyer à l'avenir les personnages comme Peter Pan, comme Alice au Pays des Merveilles. Je pense très sincèrement que Rowling a créé un personnage mythique qui est à la hauteur de ceci. Et en fait, ce qui est amusant pour avoir travaillé après en littérature jeunesse, c'est de voir aussi combien Harry Potter a modifié le paysage même de la littérature jeunesse en France. C'est incroyable, c'est fou, hein. Non, dites-nous en quoi pour vous. Non, c'est fascinant, même 25 ans après. Ouais. Ça reste, les 4 premiers tomes d'Harry Potter restent les livres les plus vendus en littérature jeunesse. C'est ça, et puis les éditeurs ont compris qu'ils pouvaient proposer aux enfants des objets, des projets, des histoires ambitieuses, et puis de façon plus ambitieuse et de façon très pragmatique aussi des grands livres, un peu comme les adultes. Oui. Ça, c'est un effet Harry Potter, parce que d'ailleurs les premiers tomes, je crois, ils ne sont sortis au début qu'en poche, et ensuite ils ont été adaptés en grand format. Donc vraiment très matériellement, ça a changé le paysage. Voilà, Mara Goyer, 31 ans aussi, donc vous avez grandi peut-être en fait, avec... Quand c'est sorti, j'étais déjà Kakoshi. Pour moi, c'est pas un doudou. Il y a des professeurs qui l'enseignent, qui se servent du succès d'Harry Potter, de son incroyable succès, aussi pour donner le goût de la lecture, comme on le disait tout à l'heure, qui en repasse pas par cela. Il ne faut pas mépriser ce genre de succès. Il ne faut rien mépriser, de toute façon. Non, mais de toute façon, dans la vie, il ne faut pas trop mépriser. Je crois que c'est vrai. C'est un bon début. Pour vous, ça n'a pas été une révélation ou une révolution ? Non, parce que j'étais déjà trop âgée. De vos élèves, ils lisent quoi ? Alors, mes élèves, souvent, ils ne lisent pas, parce que ce sont des jeunes normaux. Ils lisent beaucoup de mangas. Et puis, tout d'un coup, il y a un élève qui est fasciné par Michel Strogoff, qui lit des Trois Mousquetaires. Enfin, c'est très, très varié. Alors, évidemment, c'est très difficile pour mes collègues de français de leur faire lire des livres. Les élèves vont regarder des résumés. Enfin, ils passent plus de temps à compiler des résumés, d'ailleurs, qu'à lire le livre lui-même. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient une vraie curiosité. J'ai pris l'habitude maintenant de leur raconter ce que je lis. Et j'espère qu'après,
ils iront regarder le livre ou le lire ou le faire acheter par leurs parents. Et ça, je suis très contente d'avoir instauré ça, ce petit moment causerie au coin du feu où fait... Mamie Goyer a lu ça cette semaine. Vous devisez sur le livre de Clément Je vais le faire. Non, mais en plus, je pense qu'il y a un lien parce que son personnage romain me fait penser à Perceval, le Gallois, mais de manière incroyable. Donc, je pourrais faire un truc sur Perceval et Romain. Voilà. Celui de Camelot ou celui de Romer? On s'arrêtera sur cette question. Tisser du lien, tisser de l'amitié à la manière de Vernant, comme vous le dites, se raconter, tendre des mains et écouter en retour. Voilà le cœur de votre pédagogie aux philosophies, Mara Goyer, Finir prof. Votre ouvrage vient de paraître chez Robert Laffont. Clément Bénèche, merci mille fois. Un vrai dépaysement est à lire chez Flammarion. France Culture, il est 13h25.